Avez-vous déjà pris une claque? Je vous parle d'un moment qui fait tomber mâchoire, dogme et croyance. D'un moment qui décoche un taquet dans la tempe, un mawashigiri dans le plexus et une flèche en plein cœur. D'un moment qui dévore vos tripes, votre souffle et chacune de vos cellules. Je vous parle d'un moment où le temps s'arrête. D'un moment qui happe tout le reste. Après une vie à écumer toute la fiction de ce monde, moi, j'en ai connu deux. Vous savez comment ça se passe. On vous fait regarder Franklin, Martin Matin, le Marsupilami, Totally Spies, et d'un coup, sans prévenir, vous tombez sur Dragon Ball Z. C'est la première claque que vous prenez, et vous n'en avez même pas conscience à cet âge, mais le temps s'arrête bel et bien. Puis vous apprenez ce qu'est un animé, les portes s'ouvrent et le festin commence. Vous ingurgitez tout ce qui passe à proximité, aussi vite que vous le pouvez, de toute époque, tout style, tout genre, tel le boulimique que vous avez toujours été, sans le savoir. Vous vous régalez comme un clochard tombé dans un 3 étoiles, puis, passé la première vague de classiques, tout commence à se ressembler. L'exaltation est morte, la saveur envolée. À partir de là, ce n'est qu'une longue et pénible descente. Chaque saison délivre les mêmes shows insipides et les petites pépites sorties de nulle part se font de plus en plus rares, de plus en plus ternes, jusqu'à ce qu'absolument tout soit fade. Ça y est, vous êtes blasé. Votre amour pour un média que vous pensiez inébranlable n'est plus qu'un lointain et nébuleux souvenir, devenu si ténu, si fragile, que si ça se trouve, il n'a jamais existé. Puis, arrive la seconde claque. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas ressenti, ce frisson si particulier, presque oublié, de l'aventure. J'ai lancé l'animé par curiosité, parce que tout le monde en parlait, parce que les sites l'encensaient, parce que ses nombreux prosélytes le prêchaient, et sans prévenir, je me suis retrouvé embarqué. Impossible de décrocher. Je m'attendais à quelque chose de solide, peut-être même de remarquable, mais pas à ça. Pas à cet émerveillement brut, cet élan candide, irrépressible de vouloir continuer, d'explorer encore, de plonger plus profond. Pas à ce que Made in Abyss ravive un feu que je croyais éteint pour un genre que je regardais maintenant de loin. Pas à ce qu'il restaure ma foi dans les animés. Made in Abyss m'a rappelé qu'il existait une collection d'œuvres singulières, une constellation de mondes enivrants qui dormait là, sous mes pieds, attendant juste d'être remarqué. Rien que la première saison regorge d'idées, foisonne de magie et déborde d'une créativité presque inquiétante. La moindre relique me donne cette drôle de sensation d'être à la fois complètement aliéné entre rêve et cauchemar et façonné avec la logique implacable d'un univers qui ne tolère ni hasard, ni confort. Et que dire de la malédiction? Elle tient du génie. Principe simple en apparence, mais d'une profondeur rare. Elle élève les simples explorations en un voyage sans retour, en une tragédie à la fois intime et cosmique. Et elle transforme l'abysse en une entité vivante, souveraine, inviolable. Mais l'instant qui m'a fait réaliser que l'auteur savait ce qu'il faisait et que moi, j'ignorais encore ce qui m'attendait, c'est celui où l'héroïne elle-même défie la mécanique fondatrice de l'œuvre. La naissance de Rico incarne avec une précision troublante le charme éthéré et la nature ambivalente de Made in Abyss. Née sans vie dans les ténèbres du 4e niveau, elle fut placée dans une relique. Une boîte censée défier la malédiction, un artefact de première classe unique. Mais celle-ci ne protège pas. Elle répète, encore et encore, jusqu'à ce que la vie accepte de rester. Alors qu'elle n'était encore qu'un bébé, Rico endura un cycle de souffrance, de mort et de renaissance, pendant les longues semaines qu'il fallut à Ozen et Liza
pour la ramener. Lorsqu'elle fut enfin extraite, Rico aurait dû s'éteindre une dernière fois. Pourtant, elle se mit à ramper. Non pas vers la lumière, mais vers l'abysse. Comme un nouveau-né vers sa mère. Comme si déjà, elle savait que sa place l'y attendait. Ce moment fut le seuil, le signe que cette œuvre allait bien au-delà de l'étrange, qu'elle flirtait avec le sublime. Et ce n'était que le début. Au commencement, ce n'était qu'un murmure, une légende, un mythe que l'on se partageait au coin du feu. Tout au sud de l'océan de Beoluska, caché au cœur d'un archipel oublié, existerait un gouffre sans fond, une plaie béante dans la chair du monde, un abîme si profond que nul n'en aurait jamais percé l'obscurité. La plupart l'ignoraient, d'autres en riaient, mais certaines âmes perdues, n'ayant nulle part où aller, y croyaient, juste assez pour tenter l'impossible. Alors, ils prirent la mer, bravèrent vagues et tempêtes, en quête d'un mirage, à la poursuite d'une fable. Et ils le trouvèrent. Messieurs, dames, bienvenue en enfer. Pardon, je veux dire dans l'abysse. Enfin, l'un ou l'autre. La différence est assez subtile, quand chaque niveau est une invitation polie à mourir de 1000 façons variées. Divisé en niveaux ou cercles, chacun plus infernal que le précédent, vous y lâcheriez Dante qu'il ne serait pas dépaysé. Ici, tout ou presque cherche à vous tuer. C'est simple, on se croirait en Australie. Quoi? C'est votre première fois dans l'abysse? Génial. Gardez vos tripes bien serrées, on part pour un voyage merveilleux, mystique et mortel à souhait. Et je serai votre guide. Pas par vocation, non, mais parce que j'ai été le seul survivant du dernier groupe. Allez, on y va. Premier niveau, la lisière. Un genre de prologue où il se passe pas grand chose. Sauf si vous trouvez que vous faire poursuivre par un serpent mutant qui a rien à foutre là, c'est sympa. Mais bon, parfois on tombe sur des squelettes prieurs. Ils sont là depuis quoi? 2000 ans? Cool. Puis, il y a une deuxième couche de squelettes en dessous, 4000 ans. Et une troisième encore plus bas, 6000. En gros, ici, c'est l'équivalent archéologique d'un millefeuille de Maccabée. Conclusion, tous les 2000 ans, il y a un événement. Et spoiler, c'est jamais un goûter. Ce qui me fait penser d'ailleurs, si jamais votre anniversaire approche, je serai vous, je me mettrai à prier. On continue. Deuxième niveau, la forêt envoûtante. C'est magnifique, ça sent bon, et tout veut votre mort. Admirez sur votre droite les rois pleureurs. Alors oui, ils sont plutôt mignons, oui, on a un petit peu envie de les caresser, mais retenez que câliner des créatures de l'abysse, en général, c'est rarement une bonne idée. Parce que ces petites saloperies de cyclopes à plumes figurent parmi les machins les plus fourbes que vous trouverez à ce niveau. Non seulement ils vous appâtent en imitant les supplications de leurs anciennes proies, qu'ils dévorent sous vos yeux, parce que pourquoi pas, mais quand ils vous chopent, ils vous soulèvent, littéralement, pour vous ramener dans leur nid, ce qui vous soumet alors à la malédiction. Avouez que c'est quand même plutôt ingénieux de leur part. Les membres engourdis et pris de violentes nausées, vous ne pourrez que regarder pendant que vous servirez de casse-croûte à leur bébé. Et ces petits coquinous aiment bien commencer par les pieds. Bon après j'avoue que sur ce point, je ne peux décemment pas le leur reprocher. J'ai pas raison messieurs? Bon, maintenant vous savez, dans l'abysse il y a un dicton qui dit « Si eux cherchent à te bouffer, pourquoi la faveur ne pas leur retourner ?» Griller au feu de bois, c'est un petit régal. Faut juste pas penser au fait que vous êtes en train de manger le truc qui a probablement dévoré votre oncle. Ensuite, la forêt inversée. Les cascades montent, les arbres pendent à l'envers, vous avez mal au crâne et ce n'est pas la déshydratation, c'est l'abysse qui vous fait un doigt. Sur votre gauche, les fameux longs singes. Des macaques dégueulasses, agressifs, qui ne devraient plus tarder à nous caillasser la gueule. Oui, voilà, un vrai bonheur. Mais bonne nouvelle, on fait une pause au camp des explorateurs, tenu par nul autre qu'un sifflet blanc, j'ai nommé Ozen l'immuable. Et si jamais vous vous demandez à quoi il ressemble, ne vous inquiétez pas, vous ne pourrez pas la louper. Cette ogresse mesure plus de 2 mètres, et j'ai toujours pas vraiment compris si elle se teint les cheveux en noir ou en blanc, mais franchement, je serai vous, je ne lui demanderai pas. Parce que si elle vous regarde trop longtemps, c'est que vous allez mourir, ou devenir intéressant. Dans les deux cas, c'est la merde. Alors oui, je sais, elle a l'air un peu lugubre comme ça, voire constamment fonce-dé. Et honnêtement, des fois elle fait flipper la girafe. Mais même si cela ne saute pas aux yeux, à l'inverse de l'abysse, elle a bon fond. Et au pire du pire, si jamais vous la contrariez, vous n'aurez qu'à lui offrir un tire-bouchon. Elle en raffole. Allez, on reprend. Troisième niveau, la grande faille. Vous pensiez que c'était vertical avant? Là, c'est du ski extrême, sans ski, sans neige, sans espoir.
J'espère que tout le monde a bien dormi, parce que vaut mieux ne pas avoir la tête trop dans le cul pour dévaler 4 km d'une paroi quasiment lisse, au milieu de trucs qui n'ont pas encore pris leur petit déjeuner. Aussi, je vous propose un petit jeu. Le dernier qui se fait bouffer a gagné. Ça vous tente ? Allez, ça va, je déconne, parce qu'il y a une astuce. Les plats pétris. Petits rongeurs tout doux qu'on balance comme appât pour distraire les prédateurs. Oui, c'est cruel, oui, c'est efficace, oui, ça a le goût de poulet. Par contre, même une fois protégé à l'intérieur du réseau de cavernes, faites gaffe où vous marchez. Des fois c'est le sol, des fois c'est un courbelin qui traînait là. Et autant je sais ça peut sembler marrant de patauger dans les sucs gastriques de ces estomacs sur pattes, autant, vu que vous allez vous dissoudre assez rapidement, je vous déconseille quand même l'expérience. Et enfin, le ventre de l'abysse. 7000 mètres. Ici, la nature a lâché l'affaire. Tout est immense, suintant et profondément anormal. Bon, autant être honnête. Je sais que je suis censé être votre guide, mais franchement, à partir de là, c'est chacun pour sa gueule. J'ai essayé de rendre ça fun jusqu'ici, mais vraiment, le 4e niveau, les coupes des géants, c'est pas franchement une destination de rêve. J'espère que vous avez le cœur bien accroché, parce qu'à ce niveau, il y a des trucs que vous n'avez vraiment, mais alors vraiment pas envie de croiser. Tiens, une peluche qui parle, ne la nourrissez pas. Ça, je sais pas ce que c'est, mais dans le doute, ne le nourrissez pas non plus. En fait, ne nourrissez rien. Même pas vous. Ça serait du gâchis. Sur votre gauche, vous pouvez contempler le magnifique paysage du 4e niveau. Croyez-moi, c'est pas donné à tout le monde. Et là, juste devant, vous avez... Ah. Eh bien, je crois que le voyage s'arrête ici pour nous. Autant j'adore utiliser le mot à tort et à travers, autant, là, on est en face d'une vraie saloperie. Un perce-balles, que j'ai pris la liberté de renommer en roi des trous de balles. Moi, j'en compte 5. Non mais vraiment, ne vous fatiguez pas, ça ne sert à rien. Une machine de mort sur pattes, avec des aiguilles empoisonnées et un radar intégré pour prédire vos mouvements. Un seul d'entre eux tue plus de 100 sifflets noirs en moyenne. Et vous savez le pire ? C'est un herbivore. La vie est absurde. Et rappelez-vous, merci de ne pas nourrir les créatures, merci de ne pas crier, merci de ne pas espérer. On s'amusait bien jusque-là. Une balade pas trop violente dans les ténèbres. Mais la série passe vraiment un cap nécessaire à l'épisode 10. Avec la fameuse scène. Le genre qui ne demande même pas d'introduction, parce que vous savez tous tout de suite à laquelle je fais allusion. Puisque pour l'instant, même si on n'arrêtait pas de nous répéter à quel point le voyage était périlleux, ça ne se ressentait pas vraiment. Et pourtant, il aura suffi de croiser la route d'un seul vieux porc-épic des grands morts pour que tout parte en sucette à une vitesse et avec une intensité auquel personne ne s'attendait. D'habitude, moi, tout ce qui est gore, ça ne m'atteint pas vraiment. Surtout en animé, ça me fait plus sourire qu'autre chose. Mais là, pour le coup, ça m'a pas franchement fait marrer. Parmi tous les animés que j'ai vus, c'est sans doute la scène qui m'a le plus usé les dents. Déjà, quand Rico perd du sang par tous les orifices, que sa main gerbe du guacamole par litre, j'étais en mode « Ah ouais, pas ouf quand même ». Et pour que ce soit bien clair pour tout le monde, on est passé de ça à ça. Mais alors, quand Reg réalise que la mimine de Rico s'est transformée en main géante de supporter de baseball, faut avoir le cœur bien accroché. Son membre est tellement gorgé de sang que pendant un instant, j'ai cru qu'elle s'appelait Rico Siffredi. Puis, le petit bonhomme en métal a la riche idée de vouloir enlever son gant. Et déjà, là, j'avoue, j'ai commencé à avoir un petit peu envie de gerber. Rico, qui apparemment s'est transformé en démon entre-temps, lui signale poliment qu'il va un peu vite en besogne. Et au milieu de supplications difficiles à écouter, elle lui fait gentiment réaliser que là, il n'y a plus trop de choix. Faut couper. Paradoxalement, c'est un petit moment de répit où on souffle un peu. Après tout ce qu'on vient de vivre au cours des 2 dernières minutes, on se dit « Bof, finalement, couper une main, qu'est-ce que c'est ?» Mais Rico, qui est étonnamment encore lucide vu son état, nous replonge en enfer, là où elle réside désormais, en annonçant sans sourciller qu'il faut d'abord lui péter le bras. C'est marrant, hein. Je me souviens la première fois que j'ai vu Reg attraper cette pierre. D'abord, je me suis demandé ce qu'il était en train de faire. Ensuite, quand j'ai accepté ce qu'il se passait, je me suis mis à prier. Pitié. Pitié pourvu qu'il ne se rate pas. Puis, j'ai lâché un « Ah !» Et enfin, je me suis posé une question. Une question que j'estime légitime. Mais bordel de merde, qu'est-ce que je suis en train de regarder ?
Résultat des courses, je suis sorti de l'épisode abasourdi, choqué et horrifié. Les cris de douleur de Rico me hantent encore aujourd'hui. Et pour moi, c'est à ce moment-là que la série a véritablement commencé. Dans les larmes, le sang et le guacamole. Parce que si je pense que beaucoup s'attendaient à quelque chose du genre, personne n'a pu anticiper la brutalité que l'auteur nous réservait. Et c'est aussi à ce moment-là que ça m'a frappé. De toute évidence, il n'y a pas que les personnages qui ne savent pas dans quoi ils se sont embarqués. Parce que si ce genre de choses peuvent déjà arriver sans prévenir à l'héroïne au 4e niveau, j'ose même pas imaginer ce qu'il va se passer plus bas. À quoi est-ce que peuvent bien ressembler les 5e, 6e et 7e niveaux? Et quel genre d'horreur y réside? Je suis vraiment pas sûr d'avoir envie de savoir. Et pourtant, c'est plus fort que moi. Il faut que je sache. Et le voilà, le génie de cet épisode. La même curiosité, aussi morbide qu'insatiable, anime maintenant autant les personnages que nous. Parce que cette scène n'est pas juste une scène, c'est une porte, une frontière entre deux mondes, entre innocence et horreur, entre le spectateur et l'œuvre. Une mise en bouche, une mise en garde, pas simplement une mise en abîme, mais bien une mise en abysse. Vous savez, il y a deux sortes de darons dans la vie. Ceux qui abandonnent leurs gosses sans raison et ceux qui en adoptent par dizaines. Oui, on peut dire que Bondold a vraiment le cœur sur la main. Ou plutôt, dans son cas, les mains sur le cœur. Et si je lui consacre une partie entière, c'est parce que, chose assez rare pour être signalée, un antagoniste d'animé m'aura fait frissonner. Introduit via le flashback de Nanachi, le sifflet blanc ne dispose que d'un seul épisode pour se présenter. Et pourtant, il y a de grandes chances pour que vous ne puissiez jamais l'oublier. Il crève l'écran à chacune de ses apparitions, crève le cœur à chacune de ses actions, et ça crève les yeux qu'il ne vient pas juste pour faire un peu de figuration. Le bonhomme se paye même le luxe de conclure la saison. À ce stade, il n'est qu'une fente indigo. On ne sait quasiment rien de lui. On ne l'a même pas encore vraiment rencontré, et pourtant, il a déjà laissé son empreinte sur l'histoire, le monde, les héros et nous. Pas mal. Puis, on apprend que le monsieur aura droit à un film entier afin de rendre justice à son arc. Après 2 ans et demi, l'attente aura été éprouvante, l'anticipation maximale et son entrée mémorable. C'est ça, Made in Abyss. Des scènes simples, presque banales, mais d'une efficacité chirurgicale. Le choc mental de Nanachi qui perd courage et destin à la seconde même où elle l'aperçoit. Elle tremble de tout son être, et on tremble avec elle. Puis viennent ses pas, lourds, assourdissants. Ils claquent comme un ordre, résonnent comme une sentence. Et lui, Bondold. Une lente progression funèbre, suivie de ses Umbra Ends, comme un messie guidant ses apôtres. Oui, papa vient de rentrer, et tout le monde se demande à quelle sauce il va être mangé. Le diable en personne n'aurait pas fait une meilleure entrée. Un démon, mais pour sa fille, un ange. Prouchka, on la découvre à peine, mais on sait déjà. Notre naïveté est morte à l'épisode 10. Ce n'est pas une fille, mais une bombe à retardement, affublée d'un chapeau. Le plus cruel, le plus ironique, c'est qu'elle nous désarme. On aurait voulu se dire « Oh, qu'est-ce qu'elle est mignonne !» Mais à la place, on se dit plutôt « je me demande comment elle va finir. »
Oh yeah. Dans la grande règle des antagonistes, plus votre vilain est un gros taré, plus il doit paraître affable. Et Best Dad Bondold, eh bien, il est absolument adorable. Honnêtement, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Sa voix est plus douce qu'un nuage, il est toujours poli, toujours attentionné. Avec Prouchka, il déborde d'affection. Avec Nanachi, il est sincèrement heureux de retrouver son assistante préférée, même après qu'elle se soit barrée sans rien dire, cette malpropre, en emportant une de ses précieuses expériences, comme si elle lui appartenait. Il se souvient du nom, des aspirations et des rêves de chacun de ses orphelins cobayes. Il est aussi le seul à avoir cru en Prouchka quand elle n'était pas franchement au top de sa forme. Il ne s'énerve jamais, même quand on saccage sa base ou qu'on détruit son nouveau corps pour lequel il s'est donné tant de mal. Au contraire, il vous félicite, vous complimente. Et, vu que Prouchka rêvait sans doute de devenir un sifflet blanc comme son papa, il s'est plié en 4, ou plutôt l'a plié elle, en 6, pour exaucer son souhait. Bref, le daron parfait. Bondold n'a pas une once de malice en lui, et c'est précisément pour ça qu'il est l'un des antagonistes les plus effrayants que j'ai jamais vus. C'est le genre de mec qui t'invite à manger avant de t'annoncer, le plus calmement au monde, que le repas, c'est toi. C'est le genre de père qui t'aide à faire tes devoirs avant de te transformer en devoir. Mais dans le fond, il est juste incompris. Encore que ça reste à voir. Déjà parce qu'il est plusieurs. Forcément, c'est plus facile de comprendre l'autre quand l'autre, c'est toi. Mais aussi parce que tout le monde sait ce qu'il trame dans l'ombre de la mer des cadavres. Seulement, Bondold s'avère être un mal nécessaire. Il est le souverain de l'aurore, celui qui guidera l'humanité dans les ténèbres qui l'attendent. Il sait pertinemment que le cycle de 2000 ans est sur le point de se finir, et que pour y survivre, les hommes doivent être prêts à faire des sacrifices. Simplement, il est le seul à avoir les tripes d'aller jusqu'au bout. Faut avouer que parvenir à faire entrer un être humain dans ça, c'est digne des meilleurs prestidigitateurs. Seulement, avec lui, il n'y a pas de tour, aucune supercherie. Quand, entre deux, il vous annonce que vous allez rentrer dans cette minuscule valise, vous feriez mieux de le croire. Et puis ce moment où Bondold est devenu lui-même son sifflet blanc. Personne ne veut se sacrifier pour moi? Pas grave, je serai mon propre sacrifice. Encore un exemple parfait de world building exclusif à Made in Abyss. En plus d'offrir une origine mystique à l'avant-poste d'Ido, sanctuaire sacrificiel de la civilisation précédente, on apprend que pour avoir le droit à son dernier plongeon, pour pouvoir accéder au 6e niveau, pour franchir ce cap dont on ne revient pas, il faut sacrifier un être aimé. Non mais je suis le seul que ça choque? En gros, pour obtenir ce joujou, faut échanger ton abonnement Netflix contre l'âme de ta mère. Et soudain, ça clique. Ozen et Liza aussi ont dû sacrifier quelqu'un. On ne nous le montre pas, mais on l'imagine. Et c'est pire. Et on revoit Rico se balader innocemment avec, depuis tout ce temps, sans savoir. Le sifflet blanc est sans doute l'objet qui incarne le mieux l'œuvre. C'est un bijou sculpté dans le sang, l'amour et la perte. C'est l'artefact le plus pur et le plus sale en même temps. C'est un tombeau qu'on porte autour du cou. Une douce et poétique cruauté, cristallisée. Un contraste. Voilà ce qu'est Bondold. Un scientifique doux et élégant qui inspire une crainte viscérale. Un démon immortel qui a offert sa vie au progrès. Un homme qui aime tout ce qu'on peut aimer et que l'on hait. Autant j'ai pas l'habitude de détester des personnages, autant pour le souverain de l'aurore, je suis prêt à faire une exception. Et heureusement pour ma catharsis, je peux compter sur notre... Oula, c'est qui ça? Ouais, c'est Greg. C'est rare, mais j'adore quand le vilain gagne à la fin. Et Bondold, lui, ne perd jamais. Pas contre les chasseurs de primes venus le traquer dans sa jeunesse. Pas contre le monde qui savait ce qu'il faisait. Pas même contre les héros. Il sort toujours d'une confrontation comme il y est entré. Parce que vous aurez beau tout essayer, vous ne pourrez pas le changer. Mais le plus fascinant, c'est qu'il n'a pas seulement vaincu les hommes. Bondold est l'un des rares, peut-être même le seul, à ne jamais avoir perdu contre l'abysse.
Même après toutes ces années, ces découvertes, ces horreurs, il est toujours là, debout, au bord du gouffre, à scruter le fond de l'abysse, aussi fasciné qu'au premier regard, tout en acceptant, avec le même sourire tranquille, que l'abysse le scrute en retour. Étrange. Ça fait à peine quelques minutes. Et pourtant, j'ai cette impression bizarre. Comme si une main s'approchait lentement. Vous l'avez déjà ressenti, vous aussi, cette sensation, dès la première scène d'une nouvelle saison, qu'elle va être différente, qu'elle va être spéciale. Et j'ai beaucoup de mal à expliquer pourquoi. Peut-être est-ce juste parce qu'après le cliffhanger insoutenable qui nous a laissé 2 ans dans le noir, cette saison s'ouvre sur autre chose. Quelque chose d'imprévu, quelque chose qu'on ne voulait pas. Où sont nos héros? Où est le 6e niveau? Peut-être est-ce parce que l'auteur n'a pas choisi la voie de la facilité. Peut-être est-ce parce que cette troupe hétéroclite incarne l'aventure à merveille. Cette brigade suicide à la recherche d'une cité d'or qui n'existe pas. Ces individus abandonnés par leur patrie, déchus de leur humanité, qui n'ont plus qu'une divinité sans nom à laquelle se raccrocher. Tous ont été brisés, et ça se voit. Une belle bande de reclus rejetés par les hommes, de damnés à l'âme cabossée. Ils n'ont rien à faire là, mais n'ont nulle part d'autre où aller. Peut-être est-ce parce que leur tragédie nous frappe. Ils veulent juste fuir, s'échapper le plus loin possible de cet enfer, sans se douter qu'ils marchent vers un autre. Peut-être est-ce tout cela à la fois, ou peut-être est-ce autre chose. Toujours est-il qu'au fond, je savais. Une claque se préparait. Je n'avais juste pas idée de sa violence. Et moi qui pensais que la première saison était créative, je n'avais encore rien vu. Parce que ce qui nous attendait était tout simplement l'idée la plus originale que j'ai jamais croisée. Le lieu le plus tordu qu'il m'ait été donné de voir. Le paradis ultime de tout anarcho-capitaliste dégénéré. Félicitations aventuriers, vous avez atteint Ilbrou. Ici, vous êtes dans une bulle de protection totalement hermétique. Il fait beau tout le temps, les gens sont adorables, et vous pouvez échanger vos 2 poumons contre un Kinder Bueno. À vous de voir. Parce que sur le marché des valeurs, tout a un prix. Absolument tout. Vos biens, vos organes, vos rêves, vos désirs. Et c'est le village lui-même qui se charge des transactions. De quoi rassurer. Au moins, vous ne vous ferez pas brouter par Brad Pitt ou scammer par le petit-fils de Mandela. Ilbrou veille. Le concept est monstrueusement brillant. Chaque ombre reflète le désir qui l'a façonné, celui qui l'a poussé à descendre jusqu'ici. Emberitz, sorte de tofu vivant, valorise les petits animaux qui prolifèrent sur lui. Pour Sabasa, c'est d'être transpercé de tubes. Et Miss Kesso ne vit que pour découper des corps. Puis vient Magikaja, réceptacle mécanique uniquement composé d'odeurs, non mais cherchez pas, qui précise que Rico aussi a de la valeur. Ses yeux, sa graisse, sa peau. Forcément, quand il lui propose de l'acheter avant que quelqu'un d'autre ne le fasse, disons qu'il devient tout de suite un brin moins sympathique. Voilà, nous y sommes. Le point de non-retour. Vous vous souvenez quand j'ai dit qu'on n'avait pas envie de savoir ce qui se tramait dans les niveaux inférieurs, mais qu'on ne pouvait pas s'en empêcher? Eh bah bienvenue, servez-vous. Se balader sur un marché n'a jamais été aussi fascinant ou nauséeux. Et malgré tout, pour l'instant ça se passait bien. Trop bien. Il nous fallait un rappel. C'était encore un peu trop bon enfant si je puis dire. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu envie de gérer... Oui, voilà. Menia se fait... Ouaf, je sais même pas comment dire ça. En tout cas, elle se fait. Et Magikaja s'informe de sa valeur auprès de Rico, qui la juge inestimable. Commence alors le solde. Ma, la petite ombre toute mignonne, enfin tant qu'on ne la voit pas de dos, se fait dévaliser. Elle a blessé quelqu'un qui avait bien plus de valeur qu'elle. Un dédommagement
s'impose. Le village arrache toutes ses possessions, une à une, sous nos yeux. Et quand tout est vidé, Ilbrou juge que ce n'est pas assez. Alors, le verdict tombe. L'ombre payera avec ce qu'il reste. Elle. Scène déchirante au propre comme au figuré, parce que la petite créature n'avait aucune malice. Elle était juste curieuse. On ne fait pas plus juste qu'une entité divine, omnisciente et omnipotente. Et pourtant, on fait difficilement moins juste que ça. Et moi qui pensais que le 5e niveau c'était l'enfer, non, c'était juste l'apéro. Et quand je vois le reste de la carte, je suis pris d'un vertige. Je voulais du merveilleux, je suis servi. Il n'y a plus de repères, tout est délicieusement alien. La langue, par exemple, chaque mot revêt plusieurs sens, comme si elle refusait de se fixer. Jacopf veut dire s'il te plaît à 40%, spécial à 30% et stimulant à 30%. Ilbrou veut dire village à 50%, berceau à 40% et mer à 10%. Même l'appel est bizarre. Les habitants ne peuvent pas sortir, mais faut bien manger. Du coup, ils attirent des proies. Pss, 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 pss. Les font rentrer, et bonne chance à tous. Et le pire, c'est que ça marche, au point que certaines se font avoir plusieurs fois. Il y a aussi ce joaillier dont le kink est de polir des pierres, qui décide de fusionner avec sa boutique pour devenir géant et se joindre à la fête. La fête en question consistant à se faire dissoudre et becter. Mais bien sûr, que serait un village sans un leader ? Ici, il y en a 3. Belaf, le dragon qui ne se prend pas pour de la merde, mais qui n'hésite pas une seule seconde à troquer 724 pattes, la moitié de son corps et une partie de ses organes sensoriels contre une copie de Mitty pour pouvoir la dévorer jusqu'à la fin des temps. Je suppose qu'il avait la dalle. Wazukian, charlatan ou devin, personne ne sait vraiment, ça doit dépendre des jours. Leader, charismatique et sympathique, prêt à tout pour atteindre son but. Même à transformer une gamine en une créature macabre enfantant des êtres qui ne vivent qu'une journée avant de les lui arracher pour les cuisiner en papillotes et les servir à son équipe. Je suppose qu'il avait la dalle. Jurohimo, le 4e des 3 sages, créé par le village d'après les signaux perçus de l'âme de Vueko. Résultat, une copie difforme de son père adoptif, l'être qui l'a poussé à partir si loin. Apparemment, même en enfer, on n'échappe pas à ses traumas. Pour lui, c'est la violence qui a de la valeur. Mais ça, on le savait déjà. Parce que malheureusement, avec lui, pas besoin de supposer, il a toujours eu la dalle. Et Vueko, maman. Vu le temps qu'elle a passé dans ce bateau, je suppose qu'on peut dire qu'elle avait la cale. Oui, bon ça va, j'ai rien trouvé de mieux. C'est exactement ce que lui a dit Wazukian en lui faisant manger ses petits-enfants. Car dans l'abysse, tout finit par se réduire à ça. Le reflet de ce que tu veux le plus. Chacun des 3 sages est la matérialisation d'un désir. Leur corps n'est que la conséquence de ce qu'ils ont le plus ardemment voulu. Belaf voulait voir, Wazukian voulait contrôler. Et c'est là que la série devient encore plus enivrante. Parce qu'en les observant, on comprend que le village tout entier est construit sur ce même principe. Le reflet de ce que tu désires le plus, multiplié par la cruauté de l'abysse. Et là, on réalise qu'Ilbrou n'est pas seulement un lieu. C'est un piège. Une vitrine où les désirs se montrent, s'échangent, se consument. Un marché où la monnaie, c'est ton âme. Ça y est, vous la voyez vous aussi s'approcher. Moi, j'ai déjà la joue qui se tend. Ça fait plusieurs semaines que j'ai revu la saison. J'ai pris 33 pages de notes, fait 1000 heures de méditation. Et contrairement à certains, j'ai encore du mal à digérer tout ça. Rien que de résumer, c'est compliqué, mais je vais quand même tenter. À ma gauche, on a Irumyui, jeune fille autochtone persécutée et bannie de son village parce qu'elle ne pouvait pas enfanter. À ma droite, le berceau des désirs, sorte de Kinder Surprise pour adultes désespérés, un artefact qui exauce un souhait. Sauf que comme toujours avec ce genre de truc, ça n'exauce pas ce que tu veux, mais ce que tu es. Et au milieu, mon gars sûr, Wazuzu,
Maintenant, imaginez. Vous emmenez tout votre équipage en enfer. Les vivres manquent, la panique monte. Et vous tombez sur un puits. Sauf qu'ici-bas, délivrance et fléau sont jumeaux. L'eau est vivante. Tout le monde tombe malade. Il faut boire pour survivre, surtout dans cette condition. Mais c'est cette eau qui vous tue. Cruelle ironie, typique de l'abysse. L'expédition est au bord de l'extinction, et Vueko, la plus pure d'entre eux, devient, comme on le pressentait, la clé de la tragédie. Son désir, sauver, protéger. Alors, elle confie l'œuf à Hiromiui, une enfant dont la malédiction ne fait que commencer. Proche de la mort, on pourrait croire que son souhait serait de vivre. Mais non, tout ce qu'elle n'a jamais voulu, c'était d'être acceptée. Son vœu le plus cher a toujours été de pouvoir enfanter. Et c'est là que les problèmes commencent. Le coup de poker de Wazukian a marché. Hiromiui donne naissance. Et la chair de ses enfants guérit la troupe. Belaf, incapable de supporter ce crime, se fait consumer par la culpabilité. Wazukian, lui, sourit toujours. Parce qu'il fera tout pour guider son peuple. Toujours un plan, toujours un œuf. Il en confie un second à Hiromiui, avant d'en utiliser un troisième sur lui-même. Un pari suicidaire, mais son souhait était pur. Ses rêves se matérialisent, un corps neuf et un havre de paix avec lesquels ils pourront défier l'abysse. Celle qui ne pouvait pas enfanter devient à la fois foyer et mère. Un à un, l'équipage est dévoré, transformé. Et au cœur de ce cauchemar mythologique, naît sa vengeance, leur punition. Autant issue de l'amour que de la haine. Un feu allumé par tous ceux qui ont été profanés et dévorés. Un feu qui ne s'éteindra que lorsque tout sera réduit en cendres. L'incarnation de la valeur, la princesse immortelle, le dernier enfant d'Hiromiui, celle que l'on nomme... Bon, attendez, vous êtes sûr là ? Faputa. Soso. Ouais, celle-là, elle n'était pas dans mon bingo. C'est à ce moment précis que la saison 2 t'arrache le cœur, le jette dans une friteuse et le repose sur tes genoux en disant « Tiens, bouffe ». Parce que tu sens que tout ce qui a été construit jusque-là, tout ce que la série a lentement posé, converge vers cette rencontre explosive. Nos héros sont là, coincés entre deux forces. Le village, exemple de survie par le compromis le plus ignoble, et Faputa, incarnation pure de la vengeance, de la justice. Et toi, spectateur, tu sais plus où te mettre. Parce que tu comprends tout. Tu comprends Wazukian, tu comprends Faputa, tu comprends même Ilbro. Mais Made in Abyss fait ce qu'il a toujours fait. Il ne te demande pas de choisir. Il te laisse juste contempler. Vueko, qu'on croyait prisonnière, alors que les vrais captifs, ce sont les habitants. Le village qu'on pensait être un petit bout de paradis bâti en enfer et qui s'avère peut-être bien l'inverse. Les ténèbres qui ne sont en réalité que les enfants d'Hiromiui, ceux qui n'ont jamais pu naître. Vueko, qu'on pensait enfin libre, avant de se souvenir qu'elle est la seule à être restée humaine. Les villageois qui ne peuvent s'empêcher de regarder, d'acclamer celle venue les exterminer, et elle qui se retrouve à les protéger, parce qu'ils sont sa raison d'être, et eux qui se sacrifient, parce qu'elle est leur raison d'avoir été. Le final, c'est une boucherie, un balai de viscères et de beauté, abominable, magnifique. Et quand enfin la poussière retombe, il ne reste rien, rien qu'une vérité. Dans l'abysse, rien n'a de valeur, rien sauf ce que tu es prêt à sacrifier. Il y a des œuvres qui vous parlent et d'autres qui vous regardent en silence.
jusqu'à ce que vous réalisiez que depuis le départ, c'était vous qu'elle racontait. Made in Abyss est de celle-là. Comme toute histoire qui mérite d'être écoutée, elle parle de bien plus que ce qu'il n'y paraît. Autant de niveaux dans l'Abyss que dans sa lecture. Sorte d'anti-Ghibli, pour une fois, ce n'est pas la nature qui compte, mais nous. Parce que derrière les monstres, les malédictions et les reliques, il n'est question que d'humanité. Chacun embarque pour un aller simple dans l'Abyss. Et qu'est-ce qu'un voyage sans retour, si ce n'est la définition même de la vie? Peu importe les erreurs que vous ferez, les regrets que vous accumulerez, les choses que vous perdrez, le retour n'a jamais été une option. Il n'y a toujours eu qu'une seule direction. Chercher plus bas, toujours plus bas. Un but à son voyage, un sens à sa vie. Et quand enfin on atteint le fond, ce que l'on découvre n'est pas seulement la froideur d'un monde impitoyable, la mélancolie de tous ceux qui sont venus avant et le désespoir de tous ceux qui viendront après, mais la beauté qui y a toujours résidé. Parce qu'il y a de la splendeur même dans la mort, de l'amour dans l'abandon, de la poésie dans la cruauté, et de la lumière même dans le plus profond des abysses. Et la claque, la vraie, c'est que pour l'atteindre, il faut accepter de tomber.